Bonjour, on est lundi, le 12 février. Très, très heureuse d'être avec vous en live encore ce lundi avec un sujet, my God. Je me suis posé la question si j'allais jusque-là dans les lives dans la tête d'Aro parce que c'est un tabou de parler d'argent, de monétisation, de définition de la valeur de quelque chose ou juste dans notre gestion financière. Puis, j'ai vécu plein de situations dernièrement qui m'amènent à ce sujet-là, soit d'actualité. Puis, je trouvais ça intéressant de vous partager, à travers mon histoire, des prises de conscience, des bons coups et des moins bons coups que j'ai faits financièrement. Mais j'avais le goût peut-être simplement d'être dans l'ouverture, de discuter. Fait que si vous vous joignez à moi aujourd'hui, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit coucou, à me poser des questions, à interagir. J'apprécie toujours ces échanges-là. Pendant que les gens se connectent, je vais juste faire une petite mise à jour un peu là, de ma dernière semaine. Je suis retournée en studio pour peindre. Ça a été vraiment extraordinaire. Je suis très, très heureuse. Allô, Sonia, heureuse de savoir que tu es avec moi ce midi. J'étais en mes préparatifs parce que je pars jeudi matin pour passer un 4 jours à Toronto avec ma mentor Patricia Karen Gagic. Donc, j'ai très, très hâte. Je m'en vais à la Man Gallery livrer une quinzaine de toiles. Fait que bref, il se passe plein de choses cette semaine. Puis beaucoup de rendez-vous en activité réseautage, en mentorat. Et je vais tomber tout de suite dans le vif du sujet parce que parler d'argent et de santé financière, ça peut être intimidant. Puis là, je ne suis pas dans une discussion avec une personne qui est devant moi où on est vraiment dans un vase protecteur et tout ça. Je me livre à vous là, avec vulnérabilité et authenticité. Mais je trouvais ça intéressant. Puis en me préparant mon live d'aujourd'hui, c'est drôle parce que je prends toujours plein de notes. Puis j'ai réalisé que j'avais définitivement été privilégiée d'avoir mes parents qui ont passé avant moi. Mais peut-être pas de la même façon que vous pouvez l'interpréter. Je n'ai pas hérité étant jeune d'une fortune ou quoi que ce soit, mais je vais quand même vous parler un peu des croyances qui viennent avec l'argent, en tout cas qui m'ont habité, puis des peurs aussi relatives à l'argent. Une des choses que j'ai entendu beaucoup de ma mère étant jeune, parce que moi, je viens d'un milieu familial où mon père était entrepreneur. Il avait plusieurs restaurants. Puis ma mère, elle, était à la maison, celle qui nous a élevés, puis elle avait des gros problèmes de santé. Donc, elle était à la maison et s'occupait de ma sœur aussi, qui était là, qui avait des problèmes de santé dès la naissance. Puis elle m'a toujours dit, toute mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence, ma fille, tu ne dépendras jamais d'un homme pour tes finances. Puis, parce qu'elle, étant, n'était pas un pourvoyeur financier dans le modèle familial que mes parents avaient choisi, bien, elle vivait peut-être certaines choses de son côté, d'avoir à dépendre de mon père pour ses revenus à elle, pour ses luxes à elle. Puis, fait que toute ma vie, j'ai martelé bonjour Francine, bonjour Jade, allô Sonia, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi ce midi. Puis, ça définitivement, cette croyance-là que je dois être indépendante de fortune, de ne pas dépendre d'un homme, je l'ai eue dès mon enfance. Puis, quand j'ai connu Dominique, j'avais 21 ans, on n'avait rien ni un ni l'autre, en ce sens qu'on n'avait pas de dette, mais on n'avait aucun actif. Donc, lui, il avait 23 ans, 24 ans, il y avait un immeuble, mais la majorité de ce qu'il devait dessus, ou en tout cas quand on l'a vendu pour déménager à Montréal parce que j'ai été transférée chez Campbell dans le début de notre relation, en vendant son immeuble à revenus, il n'a pas fait de sous avec tout ça. Là. Fait qu'au final, quand on s'est connus, on n'avait rien. Mais j'ai réalisé que j'ai été privilégiée parce que mes parents payaient mes études. Je n'ai pas fait d'université, donc c'est des études au cégep qui coûtent quand même pas mal moins cher que des études universitaires. Mais j'ai commencé dans la vie de ma jeune adulte, dans l'entrepreneuriat. Bien, pas dans l'entrepreneuriat, j'étais chez Campbell. Fait que j'ai commencé dans le domaine, dans le travail, avec un emploi chez Campbell. Et j'avais pas de dette d'études. Puis, j'ai eu aussi la chance, on habitait quand même, sans dire en région, mais les services d'autobus n'étaient pas très avancés où on habitait. Fait que j'ai eu la chance d'avoir une voiture que mon père a financée les premières années jusqu'à temps que je puisse reprendre le terme de voiture. Donc, ça a
m'a aidé au niveau de mon dossier de crédit, d'avoir un terme que mon père payait pour moi quand j'étais à la fin de mon secondaire, au début de mon cégep. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même eu le privilège d'avoir une famille bienveillante qui m'a offert des possibilités, puis surtout de commencer dans la vie sans dette. Fait que ça, c'est la première chose. Mais je dois vous dire aussi que je travaille depuis l'âge de 13 ans. Tous les étés, j'étais dans les restaurants de mon père à faire de la vaisselle. Après ça, je suis allée à l'administration. Fait que l'argent que je gagnais dans l'été était un petit peu mon coussin pour passer à travers l'hiver pour mes dépenses personnelles. Quand je voulais, admettons, une chemise qui coûtait plus cher que le budget que ma mère avait, ben, elle disait, ben, moi, je vais me mettre tant puis paye la différence. Fait que j'ai commencé graduellement, quand même assez jeune, depuis l'âge de 13 ans, à payer certaines de mes désirs et de mes petits luxes personnels. Mais la raison pour laquelle j'avais le goût de vous parler d'argent et de santé financière, c'est si je fais le post-mortem à 48 ans, moi et mon conjoint, ben, on est considérés comme multimillionnaires parce qu'on a des actifs qui n'ont pas de dette, qui valent plusieurs millions, et on a aussi des liquidités de placer en CELI, REER et autres dans notre société de gestion qu'on a accumulées au fil des années. Puis c'est ce que j'avais le goût de vous partager un peu. Ça a été quoi les stratégies qu'on a mis en place dès nos débuts, au moment où on n'avait rien? Puis ça a été quoi les points de bascule? Puis mon objectif ultime, c'est loin de moi l'idée que ça soit perçu comme de la vantardise ou autre. Moi, je suis vraiment dans le désir de vous donner des outils, puis surtout de prendre conscience à quel point les finances, c'est important. Des fois, quand ça va moins bien, on a tendance à vouloir les ignorer ou les mettre de côté ou à se mettre la tête dans ça en disant ça va s'arranger tout seul, mais on n'a pas le choix de prendre le taureau par les cornes, puis vraiment de maîtriser ses finances, de trouver des solutions. Puis moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai le goût de vous partager, un paquet de solutions pour générer soit plus d'argent ou de dépenser moins. Fait que on va aujourd'hui s'amuser dans ce volet-là. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, ça va me faire, comme je vous dis, là, un immense plaisir. Un des privilèges que j'ai eu aussi, c'est que mon père était dans l'immobilier et à l'âge de 21 ans, quand j'ai commencé à travailler et que j'avais des revenus suffisants pour payer les impôts que les bénéfices des immeubles procuraient, mon père m'a intégré finalement dans l'acquisition de 2 immeubles à revenus, des blocs appartements qu'il avait, où on était 50-50 dans ces projets-là. J'ai été une vingtaine d'années propriétaire de ces immeubles-là sans toucher aucun argent et à payer des impôts à chaque année sur les revenus parce que les revenus, on les réinvestissait dans le capital pour diminuer finalement les prêts. Fait que j'avais besoin d'avoir cette solidité-là financière, d'avoir des revenus avec Campbell pour être capable d'avoir accès aux bénéfices que l'immobilier pouvait nous procurer. Puis ça, c'est des éléments qui ont fait une énorme différence en peu de temps parce qu'on a vendu les immeubles en 2018 et 2019. Puis lorsqu'on a vendu notre premier bloc en 2018, l'argent qu'on a fait, on l'a réinvesti à diminuer l'hypothèque de notre autre bloc. Fait que ça a été vraiment un principe de vase communicant où quand il y a des entrées d'argent, au lieu de dire, mon Dieu, je me sens riche, je pars sur un trip, ça va être le fun, on le réinvestissait toujours à diminuer le capital ou dans certains cas, ça aurait été de racheter d'autres actifs, etc. Mais ce n'était pas du tout la stratégie que nous, on avait. Mais ça a été des tremplins qui, moi, m'ont aidé. Mais je suis consciente que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'investir dans l'immobilier. Puis, je vais tenter aujourd'hui dans le live d'être un petit peu plus scindée à parler à monsieur tout le monde parce que je sais que dans mes auditeurs du live dans la tête d'Aro, il n'y a pas nécessairement que des entrepreneurs, des gens qui ont des entreprises. Il y a des solopreneurs, il y a des artistes, il y a de tout. Puis, j'avais le goût de faire un paquet de parallèles avec ce que je suis capable de faire aujourd'hui avec Caro, puis grâce à les décisions que j'ai prises dans le passé, aujourd'hui, je suis capable d'investir dans ma carrière. Puis ça a été quand même un effet important dans le rayonnement que j'ai pu offrir finalement à ma carrière artistique. Le point de bascule de notre côté financier a été la journée où on est passé d'employé avec mon conjoint était dans le design industriel et moi chez Campbell au niveau des ventes et l'équipe de direction au niveau de la distribution. Et quand on a décidé de racheter l'entreprise de mon père, ça a été le point de bascule où on est passé de salarié à entrepreneur.
Puis, je sais que c'est pas toujours facile de faire ce switch-là. Les premières années, on a réinvesti dans l'entreprise au lieu de se sentir riche, mais on avait un restaurant saisonnier, ce qui faisait qu'on avait des très, très grosses périodes entre le mois de juin et le mois d'octobre. Puis après ça, on avait des mois qu'on appelait de vaches maigres durant l'hiver. Fait qu'on a tout de suite aussi pris l'idée que quand il y a des grandes rentrées d'argent, puis dans le monde artistique, c'est la même chose. Je peux être 3 semaines, 1 mois, 2 mois sans vendre un tableau, puis la semaine d'après, en vendre 6. Fait que la stabilité financière, dans mon cas, dans le choix de métier que j'ai fait, que ce soit dans la restauration ou dans le domaine culturel, d'avoir une paie récurrente à toutes les semaines identique, ça a toujours été quelque chose qui a été un défi. Puis je pense que c'est ce qui a aidé au fait qu'on a toujours eu une certaine réserve à investir, pas à investir, mais à dépenser l'argent qu'on avait dans le compte en disant, ben attends, là, s'il n'en rentre pas pendant quelques semaines, est-ce qu'on est correct? Fait qu'on a toujours, sans dire travailler avec un budget, mais on a toujours eu cette réalité-là de dire, bien, mais qu'on ait fait le tour d'une roue d'1 an, ce qui reste dans le compte, c'est pas mal les profits qu'on a de disponibles. Fait que ça a toujours été cette dynamique-là qui a fait qu'on a quand même eu une stratégie d'épargne et de faire attention aux fluctuations que quand l'argent rentre, ben, de ne pas se sentir riche tout de suite en disant ben, elle va probablement ressortir avant qu'on puisse y toucher. Si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas, ça me fait toujours, toujours plaisir d'y répondre. Mais un élément qui a été en tout cas, dans mon processus d'écriture, quand je suis arrivée en janvier au chalet pour écrire mon livre, La somme de mes rencontres, j'ai fait un chapitre sur le sujet avoir. Puis avoir, ben, c'est la relation avec l'argent, c'est la façon qu'on bâtit notre capital financier, c'est un paquet de choses. Puis il y a un texte que j'ai écrit puis que je ressentais le besoin de partager, c'était sur le fait, c'est quoi ton chiffre? Parce que j'ai réalisé dans mon processus d'écriture que j'ai toujours souffert d'insécurité financière, la peur de manquer d'argent, la peur d'en manquer pour réaliser mes plus grands rêves. Parce que sans dire qu'on en veut toujours plus, dans mon cas, j'ai des rêves que j'ai le goût de réaliser qui vont nécessiter des sommes d'argent importantes. Puis en ce moment, je ne suis même pas dans le plan pour les réaliser, mais j'y crois, puis je travaille en ce sens-là. Puis, malgré notre situation actuelle qui est quand même, somme toute, très, très parfaite pour nous, j'ai longtemps souffert d'insécurité financière. Puis il y a quelqu'un qui me demandait, c'est quoi ton chiffre? C'est quoi ton chiffre qui va faire que tu n'y penseras plus, que tu vas être au-dessus? C'est même pas d'être au-dessus des choses, mais que tu t'en feras plus avec ça. Puis je n'ai pas été capable de répondre. Puis c'est pas en termes de centaines de milliers de dollars ou de millions de dollars, c'est un sentiment encore plus profond de me dire, oh my God, pourquoi je ne suis pas capable de dire c'est quoi mon chiffre? Tu sais, à 500 000, vas-tu être heureuse? À 5 millions, vas-tu être heureuse? Vas-tu mieux dormir? Puis, ce que j'ai réalisé, c'est pas tant la peur, c'est pas tant l'insécurité financière, c'est la peur soit de manquer. Puis, j'ai réalisé que plus on vient avec la peur de perdre, la peur d'en avoir moins, la peur d'en manquer. Puis, pas d'en manquer parce qu'on n'a pas beaucoup, mais parce que le rythme de vie s'est adapté, on a plus de dépenses, on a des goûts plus luxueux, ou on veut faire plus de voyages, ou on va en profiter, ou on va en redonner. Puis, à quelque part, ça a été une roue qui tourne, puis j'ai comme fait la perte d'écrivant là-dessus sur ce sujet-là. Puis, dans mes accompagnements en mentorat et en coaching, il y a aussi ce volet-là qu'on va travailler ensemble, c'est OK, c'est quoi ta situation financière actuelle, puis qu'est-ce que tu aimerais qu'elle soit, puis comment aller soit augmenter tes revenus ou diminuer des dépenses, puis surtout de prendre des décisions qui vont être intelligentes pour toi en fonction de tes objectifs de vie. Puis, pour moi, dans tous les accompagnements que je fais, bien, on n'a pas le choix de parler d'argent. On n'a pas le choix de comprendre dans quelle situation la personne est en ce moment. Est-ce que ces choses vont bien? Est-ce qu'elle est alignée? Est-ce qu'il manque d'argent? Je ne pense pas qu'il y en ait trop, jamais, mais à savoir comment on l'investit, comment on le place, etc. Mais surtout, quand il y a des défis financiers, de l'adresser, d'être capable de mettre le doigt sur ça vient d'où, ça a été quoi les habitudes passées qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Puis,
Puis il y a des situations qu'on n'est pas capable d'expliquer, comme entre autres la COVID. Nous, notre entreprise, du jour au lendemain, on a diminué la valeur dans la transaction qu'on a perdue de 75 entre le premier acheteur et le deuxième, de un. Et de deux, on n'était pas responsable de la situation. Puis d'accepter qu'on n'ait pas pris de mauvaise décision, puis qu'on mette en péril tout ce qu'on a bâti pendant 15 ans, ça a été quelque chose aussi qui a été très difficile. Puis, moi, ce que j'avais le goût les piliers, les points de bascule que nous, on a vécu, il a été, bien sûr, de passer d'employé à employeur, donc d'avoir une entreprise qui générait des revenus qui étaient supérieurs et d'avoir une stratégie d'investissement de ces revenus-là aussi. Une des choses qu'on a fait, nous, c'est qu'on a créé une société de gestion où tous les profits qui venaient dans nos entreprises à la fin de l'année, on les basculait dans la société de gestion qui, elle, était propriétaire des commerces. C'est avec cette société de gestion-là qu'on a été capable d'investir dans le local dans lequel je peins aujourd'hui, que je paye un loyer à la société de gestion, mais on est quand même propriétaire de cet espace-là, de ce terrain-là et de ce local-là. Fait qu'on a investi dans l'immobilier, on a mis de l'argent de côté dans nos REER, on a maximisé nos CELI, puis si j'ai une recommandation, puis je vais tout de suite vous dire, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas planificatrice financière et autres. On a toujours été super bien entourés. Puis il existe tellement de beaux livres, de beaux réflexes, de beaux outils à notre disposition maintenant pour mieux comprendre nos finances, prendre des décisions qui sont plus alignées finalement sur ce qu'on a à faire et pour bien le faire. Puis j'avais le goût de vous en proposer quelques-uns. Le premier, un livre que j'aime beaucoup de Pierre-Yves McSween, c'est Liberté 45. Il explique comment arriver à une liberté financière. Puis on ne parle pas là, de richesse, je prends ma retraite, mais la liberté financière de ne plus avoir peur aux fins de mois, d'avoir de l'argent de côté, d'anticiper la retraite, mais d'en profiter maintenant, de trouver le juste équilibre dans nos finances. Fait que c'est une lecture que je vous recommande. Puis, un des éléments aussi qu'on a développé, nous, c'est qu'on a toujours maximisé le paiement de notre capital sur notre hypothèque. Donc, ça a toujours été une astuce. On payait à la semaine notre hypothèque au lieu de la payer au mois et on a rapidement écourté la durée de notre prêt hypothécaire et en 2019, il nous restait 35 000 je pense, sur notre hypothèque, qui était, somme toute, là, absolument rien là, par rapport à l'acquisition de la maison et sa valeur marchande. Et au décès de ma mère, j'ai hérité d'un petit montant d'argent, puis j'ai mis 100 de ce montant-là au remboursement de mon hypothèque parce que je voulais faire quelque chose qui était significatif avec ces sous-là. Puis, cette liberté financière-là, que le fait de ne plus avoir d'hypothèque, de ne plus avoir aucune dette de prêt, que ce soit des prêts personnels, prêts auto ou hypothécaires, ben mon Dieu, ça a été vraiment là, une libération de dire que l'argent qui rentre servait uniquement à payer nos frais fixes et nos frais variables, donc certains luxes qu'on était capable de se permettre. Puis, si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez clarifier ou des réponses que vous souhaitez avoir de ma part concernant les finances, quand on parle d'argent et de santé financière dans le marché de l'art, oh my God, un beau téléphone qui rentre en plein live. Je suis désolée, ma fille, je te rappelle dans les prochaines minutes. Fait que tout ça pour dire que c'est ça, on a pris des décisions qui a toujours été de réinvestir pour diminuer notre taux d'endettement. Puis je sais qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, c'est pas facile. Puis j'ai juste le goût de vous dire de ne pas vous décourager. Puis ça vient, il y a des cycles. Puis quand on est dans ce cycle-là, ben, puis qu'on vit certaines difficultés, moi j'ai le goût de vous dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter les revenus? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les dépenses? Puis un des secrets, ben, c'est certain, c'est de payer le moins de frais financiers. Oui, merci Marie-France de le partager. Je vais afficher ton commentaire parce que j'ai le goût de surfer là-dessus. Marie-France a dit la liberté financière est un cadeau de la vie. Ce n'est pas évident pour tous. Bravo à ceux et à celles qui ont été en mesure d'atteindre cet objectif. Puis, j'ai le goût de te dire, Marie-France, c'est dans toutes les petites actions du quotidien qu'on réussit sur les années
à atteindre cette liberté financière-là quand on n'hérite pas de montant, quand on travaille puis qu'on a des frais et des charges. Puis un exercice, moi, qui a été déterminant dans la gestion de mon budget personnel, c'est à la lecture du livre, encore là, de Pierre-Yves Mexoud. Vous allez voir, je l'aime beaucoup parce qu'il vulgarise très, très bien l'aspect des finances ici. Et ça m'a amené juste à dire, quand j'investis, quand j'achète quelque chose, est-ce que j'en ai besoin? Puis, on se rend compte qu'on est dans une société de consommation. Puis, dans mon cas, je comblais certains manques, certaines lacunes, le stress du travail ou autre, dans des achats des fois compulsifs au niveau des vêtements, des bijoux. J'avais le besoin de me récompenser, puis pas nécessairement de la bonne façon. Donc, au lieu de célébrer, de festoyer, de souligner, de trouver des marqueurs émotifs, ben, j'étais dans la consommation. Puis, en lisant son livre, ça a été juste un dire, OK, fait que maintenant, quand j'achète quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis c'est drôle parce que ce mot-là, cette question-là, est sur plusieurs de mes tableaux de visualisation des années précédentes parce que j'avais besoin de faire ce switch-là. Un des éléments aussi, quand on veut vivre une transition professionnelle, je pense à quelqu'un qui est employé, qui veut devenir employeur ou solopreneur, bien, j'ai le goût simplement de vous dire que ça se prépare. Ça se prépare dans la façon qu'on va générer des revenus, dans le fait de débuter le projet à temps partiel et d'attendre avant de tout quitter. Quelqu'un qui me dit, moi, je me lance dans un MLM quelconque, puis je quitte ma job, puis j'attends, là, je vais vivre de ça, puis ça va bien aller, puis qu'il n'y a pas de fait, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas rien développé. Moi, je pense que c'est prématuré, c'est dangereux. Ça peut bien aller, mais en général, souvent, les gens vont être obligés, en mode catastrophe, là, de se retrouver un emploi, puis entre-temps, il va y avoir eu de l'endettement inutile qui va s'être créé. Puis, moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est de faire attention, bien sûr, à tout ce qui est frais d'intérêt, de magasiner, d'essayer de payer le moins cher pour le maximum de choses, de consommer seulement ce que vous avez besoin, que ce soit juste autant au niveau de la nourriture, hein, de ne pas en acheter trop, de bien planifier, mais dans le sujet que j'avais le goût d'aborder aujourd'hui, c'était surtout l'angle aussi de faire attention aux promesses de revenus rapides et faciles. Faites 5 000 en une semaine en restant assis dans le salon chez vous. J'ai le goût de vous dire, c'est un peu trop beau pour être vrai. Peut-être que ça existe, peut-être que ça arrive, mais en général, il y a beaucoup d'arnaques derrière ça, puis il y a des gens qui s'enrichissent dans le projet. Puis de faire attention à cet appât du gain-là. C'est malheureusement le fruit d'efforts constants. Et quand on vit une difficulté financière, moi, ce qui monte tout de suite en moi, c'est OK, comment je peux maximiser mes revenus ou diminuer mes dépenses? Puis maximiser ces revenus, on a tous des habiletés, une unicité, des forces. Je donne un exemple, je peux être entrepreneur, être artiste peintre, mais je peux avoir des facultés d'aide aux devoirs parce que j'étais bonne à l'école et je peux offrir mes services d'aide aux devoirs. Si j'ai des habiletés en couture, je peux prendre certains contrats de couture, etc., etc., etc. Fait que de diversifier ses sources de revenus, c'est aussi un élément qui peut aider à se sortir la tête de l'eau dans des périodes plus difficiles. Mais de faire ces transitions-là financières, ça prend du temps. Puis il faut travailler dessus, sans dire que c'est une job à temps plein, faire de l'argent, mais c'en est une. Je ne veux pas péter votre ballon, là, mais je n'ai pas d'arbre qui fait pousser des sous, puis je n'ai pas gagné à la loto, puis on a travaillé vraiment très, très fort pour accumuler finalement le patrimoine qu'on a réussi à accumuler. Puis ma relation avec l'argent aujourd'hui est très saine. Dans l'optique, pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'essence dans la voiture. Tu as beau avoir la plus belle voiture, la plus belle compagnie, s'il n'y a pas d'argent dans ta compagnie, puis que tu ne payes pas tes comptes, ou etc., 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 ben ça va pas bien. Puis c'est drôle parce que, c'est pas drôle, mais cette semaine, je m'en vais récupérer des toiles dans une galerie qui me représentait. Puis, j'ai décidé de les quitter parce qu'il y avait des défis financiers, puis je courais après mes sous au moment d'avoir à être payée pour des toiles qui étaient vendues. Puis, ça me rendait très inconfortable, donc j'ai décidé de quitter.
Mais ce que je me rends compte, c'est que ce n'est pas facile pour personne. Puis même moi, dans ma carrière professionnelle, il y a eu des défis financiers importants. L'an dernier, j'ai dû décaisser des CELI pour subvenir à mes besoins là, dans Haro au début de l'année 2023. Puis ça a été quelque chose qui a été très difficile de dire, mon Dieu, est-ce que je continue? Est-ce que je vais arriver à mes fins? Puis, j'ai réalisé au printemps 2023 que ma gestion financière dans Haro n'était pas top. En ce sens qu'il y avait de l'argent dans le compte, puis, OK, je peux faire ça, etc. Fait que j'investissais beaucoup dans ma carrière, sans tenir compte de tous les frais et certains argents que j'aurais dû mettre de côté que je ne faisais pas. Je pense à la TPS-TVQ, je pense aux impôts à payer, je pense à mon salaire à mettre en priorité avant d'investir dans mes projets, etc. Puis, j'ai des amis de chez Communication Futée, Mélissa et Nicolas, qui m'ont parlé d'un livre que j'ai acheté sur le champ qui s'appelle Profit First. Et j'ai mis en place les apprentissages qu'on nous présente dans ça, puis c'est pour 100 il nous suggère d'analyser quelle portion de ce 100 $-là devrait aller en TPS-TVQ, en garder un 5 de profit de nos ventes pour les mettre de côté, de mettre aussi de l'argent pour nos impôts à payer, environ un 5 à 10 de mettre notre salaire de côté, même s'il représente 30 et de garder le reste pour les dépenses de frais fixes et après ça pour les frais variables. Fait que c'est comme, dans le fond, c'est tes revenus moins ta profitabilité égale l'argent disponible pour tes dépenses. Puis ça a été, dans l'exercice, ils nous font faire une analyse et j'ai réalisé que j'investissais dans ma carrière artistique plus de 127 de mes revenus et que je ne mettais pas du tout d'argent de côté pour payer ma TPS, tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on en avait de notre société de gestion qui nous verse des dividendes. Donc, j'ai toujours été capable de payer ce que j'avais à payer, mais je ne le faisais pas à partir de mon entreprise, je le faisais à partir de l'argent accumulé de mon passé. Ça a été un switch quand j'ai lu ce livre-là, puis que j'ai réalisé que ma gestion n'était pas optimale, loin de là. Ben, j'ai mis en place le système du Profit First avec des comptes distincts où à chaque fois, une fois par mois, avec l'argent qui est rentré dans le mois, je m'en vais tout de suite diviser l'argent pour couvrir mon salaire, ma TPS-TVQ, mes impôts à payer, 5 de mes ventes en profit, et ce qui reste va dans le compte courant pour les dépenses. Fait que quand je regarde ce compte-là, ben, il y a pas mal moins d'argent dedans parce que je me suis payée, j'ai géré les argents que je vais avoir à payer à la fin de l'année avec les impôts et tout ça. Puis là, ça me donne un portrait pas mal plus réel de ce que j'ai disponible pour réinvestir dans ma carrière en ayant la priorité de m'être payée moi-même comme solopreneur, comme entrepreneur. Fait que j'avais le goût de vous partager l'histoire de ce livre-là, comme quoi que moi, ça a été vraiment quelque chose vraiment important, puis qui m'a amené à changer ma façon d'investir dans ma carrière où je fais pas mal plus de choses moi-même, mais au final, il m'en reste aussi à moi. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce que je pourrais aller plus vite si j'investissais plus? La réponse, c'est oui. Est-ce que je serais capable de suivre? Je ne suis pas certaine. Puis, je me dis que plus tard, la vie va placer les bonnes décisions financières de mon côté pour Haro pour me permettre finalement de mieux m'entourer peut-être avec une adjointe virtuelle, une plus grande équipe au niveau là, de toute la création de contenu, etc. Mais pour le moment, je reste encore dans l'autonomie pour justement préserver mes revenus et me permettre là, de maximiser le tout. Puis, un des conseils que j'ai le goût de vous dire aussi, c'est de bien vous entourer, d'avoir que ce soit un planificateur financier, un comptable, un fiscaliste, une coach ou un coach qui vous accompagne puis qui vous challenge, qui s'assure de bien regarder avec vous vos états financiers, la compréhension de votre bilan, vos taux de liquidité, votre gestion des liquidités. C'est le nerf de la guerre. C'est cela. Comme je vous dis, je ne suis pas une stratège en finance. J'ai été bien entourée toute ma vie et on a pris, je pense, les bonnes décisions à des moments où, quand on avait des rentrées d'argent, on ne s'est jamais senti riche. On a toujours pris cet argent-là pour le mis de côté. Puis, c'est une bonne affaire qu'on ait fait ça parce que aujourd'hui, s'il arrive quoi que ce soit, ben, on a une certaine assurance
avant d'aller chercher des prêts, de s'endetter ou de mettre des sous sur la marge à tout de la maison, qu'on a gardé même si l'hypothèque est à zéro, comme coussin. On sait que cet argent-là est disponible pour nous. Fait qu'on on s'est entouré, on s'est questionné, on s'est fait challenger et je pense qu'en définissant mieux nos besoins, puis en comblant nos besoins de d'autres façons que juste dans la possession de biens, puis en dirigeant aussi notre bonheur dans les expériences que l'on vit, dans les moments qu'on passe ensemble, au lieu d'être dans ce qu'on acquiert. Ça a été aussi des virages importants. Puis, j'avais le goût de vous faire sourire en vous disant, quand on a vendu les restaurants, on avait là, quand même... c'est ça, on avait dépassé le cap du million dans nos placements déjà. Puis en vendant le restaurant, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais ça a été juste cette liberté-là de dire, OK, à partir de maintenant, sans dire que tout est possible, on peut juste se questionner puis dire, bon, on fait quoi? Puis une des choses que j'ai trouvées vraiment super cool, c'est que dans ma carrière artistique, je suis capable maintenant de redonner en don des œuvres pour des levées de fonds, des causes caritatives et tout ça, puis de contribuer à ma façon avec mes œuvres. Puis un autre élément aussi qui a été intéressant dans la réflexion, puis j'essaie de juste réfléchir où je m'en allais, là. Mais j'ai un petit blanc. Ma fille vient d'arriver en haut. Elle m'a appelé. Puis là, elle vient d'arriver. Puis ça fait plusieurs semaines, je ne l'ai pas vue. Une infirmière en soins palliatifs qui va à l'université et qui vit chez son chum. Fait que, bref, on ne la voit pas souvent. Fait que je vais avoir un petit moment avec elle tantôt. Mais j'ai perdu le fil de mon idée dans tout ça. Mais bref, les finances, c'est le nerf de la guerre. Il faut l'adresser. Il ne faut pas virer fou avec ça non plus, mais c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de dispute dans le couple. Puis, c'est là où je voulais m'en venir. Quand j'ai connu Dominique, je vous l'ai dit, on n'avait rien. Et on a décidé, dès notre mise en commun, dès que j'ai emménagé avec lui, on a ouvert un compte conjoint, il nous paye. Nonobstant le niveau de salaire de un qui était plus élevé que l'autre ou autre, on a toujours mis nos payes en commun dans le même compte. Ce qui est à lui est à moi, ce qui est à moi est à lui. Ça n'a jamais été de dire ça, c'est à moi. On a investi dans notre couple. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Ce qu'on a aujourd'hui, on l'a bâti ensemble à la sueur de notre front. Oui, mais dans des décisions aussi où on s'est complété. Puis, tu sais, Dominique, à travers le restaurant, on a pu avoir des moyens pour qu'il puisse vivre ses rêves. Ça a été la même chose pour moi. J'ai pu investir dans ma carrière aussi. Ma rencontre avec Oprah, c'est un investissement que j'ai fait où je me suis donné le moyen de mes ambitions pour réaliser mon grand rêve. Mais tout ça pour dire que l'argent, c'est important. Il faut l'adresser, il faut en parler, il faut trouver des solutions sans nécessairement en avoir plus. Le but, ce n'est pas de toujours en avoir plus, mais d'en avoir suffisamment pour combler ses besoins. Puis surtout, de ne pas vivre de stress face au fait de manquer ou non d'argent. Je ne sais pas si vous avez des questions, des sujets que vous auriez aimé que j'aborde dans ce live-là avant de vous annoncer là, le sujet des prochaines semaines, puis la suite des choses. Mais, tu sais, c'est un partage que je veux vous faire aussi. Tu sais, quand tu es une entrepreneur millionnaire, tes entreprises vont bien, tout ça, puis de décider de tout quitter, puis de t'en aller artiste peintre avec le mythe de l'artiste maudit, que je vais mourir de faim et autres. Moi, j'ai le goût de dire à tous les détracteurs qui m'ont dit que je m'en allais mourir de faim, je vis de mon art. Je vis de mon art, peut-être pas depuis le jour 1 parce que j'ai réinvesti dans ma carrière, mais je suis capable de me verser un salaire décent. J'ai du plaisir, je voyage, je vis des grands moments et c'est pas parce qu'on est artiste peintre je pense que tous les choix sont bons. Si vous rêvez de faire quelque chose, faites-le. Puis c'est cette énergie-là, cette verve-là qui va vous habiter dans le pourquoi vous le faites, qui va vous donner finalement le moyen de vos ambitions, puis qui va vous permettre d'obtenir les résultats que vous souhaitez avoir. Fait que s'il n'y a pas de questions, j'ai le goût de vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live exceptionnellement parce que je vais être à Toronto sur le chemin du retour, puis je n'ai pas le goût de le faire dans la voiture, puis de faire
Haro sur la route avec le live dans la tête d'Haro. Mais je vais être de retour le 26 février. Puis je vais parler de la gestion du temps. Je vais vous donner des outils pour améliorer votre efficience, en faire plus en moins de temps, mais surtout de faire les bonnes choses. Donc, d'être capable de différencier ce qui est important et urgent, puis de comment réussir à faire le maximum de choses dans le moins grand temps. Fait que je vais vous donner des astuces, je vais vous partager les outils que moi j'utilise, puis je pense que ça va être très intéressant. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Mais ce que j'avais le goût aujourd'hui, c'est hyper important d'adresser nos finances, de les regarder, de les analyser, de savoir où va notre argent et de se poser la question si la stratégie qu'on a en ce moment, elle est optimale, puis de comment on pourrait l'optimiser et de ne pas hésiter à vous entourer pour aller chercher ces réponses-là. Si vous n'aimez pas ça, ça ne vous intéresse pas, bien, c'est correct, mais mettez-le pas dans un tiroir en pensant que ça va se régler tout seul si jamais ça amène certains défis. Fait que c'était le petit tips que j'avais le goût de partager avec vous ce midi. Je vous souhaite une super de belle semaine. Moi, je pars à l'aventure cette semaine, vivre des grands moments avec ma mentor, Patricia Karen-Gagé, que je me pince à chaque fois que j'ai la chance de peindre avec elle. Oui, Francine, j'ai un bel exercice à faire. Où va mon argent? Puis le truc, Francine, là, c'est à partir de maintenant, pendant un mois, bien, en tout temps, tout ce que tu achètes, tu mets les factures dans une filière et tu viens rentrer ça dans un budget que tu fais, puis tu scènes toutes tes dépenses, nourriture, les sorties, les loisirs, l'hypothèque, les dépenses d'assurance, les assurances vie, name it, pour comprendre tout l'argent qu'on génère, elle va où. Donc, de le rentrer dans un tableau, de le quantifier, que ce soit juste de l'essence, au dépanneur, le garage, les petits bonbons, la petite surprise, le Dollarama, name it. On garde toutes les factures et on les rentre dans un budget. Et c'est là où on prend conscience de dire « Oh my God ». Puis après ça, bien, c'est de prendre poste de dépense par poste de dépense puis de voir de quelle façon on peut le maximiser. Donc, magasiner vos assurances à chaque année, ça vaut la peine. Normalement, on est capable d'en trouver qui nous coûtent moins cher que le renouvellement qu'on reçoit. Il y a plein de petites choses. Puis de se faire des budgets, des enveloppes, de sortir l'argent. Hein, l'argent virtuel avec la carte de crédit, la carte de débit, on a moins la conscience de combien on a disponible. Puis ça aussi, c'est quelque chose à faire attention. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous appréciez le live, faites-moi des petits cœurs. Si vous l'écoutez en rediffusion, marquez replay. C'est toujours un plaisir de travailler sur des sujets. Puis, comme je vous dis, je me posais la question si j'allais là-dedans, si j'ouvrais un petit peu mon jeu. Puis oui, très important, Francine, on doit séparer notre vie personnelle de notre vie professionnelle, même si on a l'impression souvent que les deux sont liés, ce qui est le cas, mais c'est important que notre business puisse nous générer un salaire qui, lui, va être transféré dans notre budget personnel avec celui de notre conjoint ou selon notre modèle de distribution d'argent pour être capable finalement après ça de faire la part des choses. Parce que quand c'est des vases communicants, c'est difficile après ça de prendre des décisions qui sont éclairées. Puis quand un vide l'autre ou que l'autre ne suffit pas à un, bien, c'est là où les problèmes commencent. Fait que c'est des super de belles réflexions, des belles prises de conscience, Francine. Je suis super contente pour toi. Puis, si tu as besoin d'aide, bien, n'hésitez pas. Moi, vous savez, je fais du mentorat, j'accompagne les gens en coaching aussi. Fait que ça va me faire plaisir d'établir un contact avec vous. Je vous souhaite une magnifique semaine. On ne se revoit pas lundi prochain exceptionnellement. Le 26, vous allez voir passer les liens sur Facebook de mon prochain live, le sujet qui va parler du temps, de notre gestion de temps, parce que le temps, il nous appartient. Il ne s'achète pas, on ne peut pas acheter plus de temps. On a tous, s'il y a une justice, c'est qu'on a tous le même nombre d'heures dans une semaine, le même nombre d'heures dans une journée. C'est qu'est-ce qu'on fait avec qui est important. Puis je vais vous donner des outils et des astuces pour avoir une saine gestion de temps. Fait que je souhaite un bon 2 semaines. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, je vais faire plusieurs stories, tout ça, de ma semaine qui s'en vient, là, qui va être très enrichissante, j'en suis convaincue. Fait que je souhaite une belle semaine à tous. Je vous aime. Merci beaucoup d'être dans mon univers. Puis, on se dit à dans 2 semaines. Puis d'ici là, ben, prenez soin de vous. Puis, si le sujet vous a intéressé, ben, peut-être de plonger le nez dans vos finances. Ça va être un bon début pour commencer l'année. Bonne journée!